Bonjour à tous. Le dossier de l'eau est-il vraiment en passe d'être réglé? Quelle est la position d'Eau d'Excellence? Cette proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale est-elle la meilleure solution? Marlène Mélis, la présidente d'Eau d'Excellence, est l'invitée de Franc-Parler. Bonjour Marlène Mélis. Bonjour M. Fendaret. Merci d'avoir accepté notre invitation. Quelle est la position d'Eau d'Excellence suite au dernier développement de ce dossier de l'eau en Guadeloupe? Écoutez, d'abord, Eau d'Excellence et Cap Excellence prennent acte que la loi a désormais décidé de l'intégration d'Eau d'Excellence, de Cap Excellence, dans le syndicat uni mixte ouvert. Intégration de force. Intégration, voilà, contrainte. Bon. Ce n'était pas tout à fait notre position. Nous pensions qu'effectivement, dans ce processus, et si on recherche l'efficacité, eh bien, le volontariat est normalement la règle de la République, surtout lorsque, sur un territoire donné, la compétence est mise en œuvre de manière plutôt satisfaisante si on s'en tient à l'ensemble des rapports sur l'eau qui ont été rendus ces dernières années. Bon, mais c'est la loi. En première lecture, c'est ce qui a été décidé par la représentation nationale. Qu'est-ce qu'on peut en penser? Nous, au départ, on avait considéré que la Constitution consacre la liberté et la libre administration des collectivités territoriales. Et que jusqu'à présent en France, il n'y a pas de précédent où la loi vient imposer aux autorités locales des modalités précises de mise en œuvre de leurs compétences. Sauf à ce qu'il y ait effectivement une faillite totale de ces autorités. Oui. J'ai entendu le ministre dire que ce n'était pas le cas, qu'il s'agissait de d'autres raisons, et notamment du fait que l'eau était aujourd'hui un véritable désastre auquel il fallait remédier. Ben oui, vous reconnaissez quand même qu'il y avait une urgence. Nous reconnaissons parfaitement qu'il y avait une urgence, et d'ailleurs, nous soulignons que c'était Éric Jalton qui avait initié la démarche de mise en commun des compétences. Lorsque il a pris effectivement cette compétence en tant que président de l'agglomération Cap Excellence, il a immédiatement compris que seul il ne pouvait pas y parvenir. Il a donc initié dès 2016 une démarche de mise en commun. Vous vous rappelez certainement qu'elle faisait l'objet de très nombreux commentaires et chacun se demandait est-ce qu'il appartenait ou non aux EPCI de prendre de telles initiatives. Voilà. Et donc, il y avait d'abord des arrière-pensées. Et cette démarche avait plus ou moins échoué dans sa capacité à mettre en place une structure qui allait fédérer l'ensemble des intercommunalités. Elle a néanmoins débouché sur un premier plan d'urgence de 71 millions. Et puis, depuis ça, effectivement, les intercommunalités ont continué à travailler ensemble. La question de l'eau a certainement progressé dans un dialogue avec l'État, et puis elle s'est perdue dans la question de la structure juridique, jusqu'à s'accélérer brutalement avec la menace de la dissolution du SIAG. Si bien que si Cap Excellence n'est pas rentré, c'est parce que Cap Excellence considérait que, premièrement, il y avait des questions absolument essentielles auxquelles il fallait s'intéresser. Il fallait s'intéresser au plan du personnel. Oui. Il ne fallait pas attendre le dernier moment pour que les gens sachent qu'est-ce qu'ils vont devenir. C'est-à-dire mettre un plan au départ en place, regarder qui est volontaire pour partir à la retraite, qui est volontaire pour se former, qui est volontaire pour se reconvertir. Voilà. Et quelle serait la répartition de ce personnel qui ne pourrait peut-être pas trouver sa place dans le SMO, comment négocier donc avec les différentes collectivités, y compris conseil régional et conseil départemental. L'autre question importante, c'était de dire, nous sommes devant une expérience difficile à vivre avec le SIAG, puisque le SIAG n'est pas en état de remplir sa mission, et s'il n'est pas en état de la remplir, c'est parce qu'il manque cruellement de moyens. Et par conséquent, si nous créons une nouvelle structure, il faut s'intéresser à la visibilité, se demander quelles seront les charges, avec quelles recettes on va les couvrir, et s'interroger sur une intervention exceptionnelle de l'État, sachant que l'État a quand même une responsabilité très lourde dans, je dirais, la dégradation des réseaux, qui sont des réseaux qui datent de 50 ans. Donc et vous savez que l'État doit payer.
c'est facile de dire l'État doit payer, mais on dit l'État est responsable. Et l'État ne peut pas imaginer qu'une catastrophe qui prend sa source il y a 40 ans va être brutalement assumée par des gens qui ne sont compétents que depuis quelques années seulement. Et donc, il fallait que l'État soit à sa table. C'est aussi une des questions sur lesquelles Éric Jalton a beaucoup insisté. Voilà. Enfin, la question de la dette. Il n'est pas question, lorsque, effectivement, une structure est en difficulté, de transporter toutes les charges et tout le passif qui la mettent en difficulté dans une nouvelle structure, en imaginant que cette nouvelle structure... C'est ce qui est prévu. C'est ce qui est prévu, voilà. Et nous, on s'est beaucoup mobilisé, Éric Jalton, en tout cas, s'est beaucoup mobilisé pour dire... La présence de l'État, c'est pas que comme, je dirais, donneur d'argent. La présence de l'État, c'est aussi une ingénierie financière, c'est aussi se dire qu'il y a des mécanismes qui peuvent être mis en place pour que les communautés d'agglomération qui sont membres et qui vont accueillir un certain nombre de dettes, les dettes fournisseurs en particulier, puissent être accompagnées par l'État, parce que sans cet accompagnement, elles ne pourront pas faire face à leur contribution au SMO, donc on va vers une nouvelle catastrophe SIAG, et puis en plus elles seront paralysées complètement dans leur capacité à agir sur le développement de leur territoire. Vous êtes pessimiste sur la mise en œuvre, hein, visiblement. On verra. A priori, il faut quand même toujours faire confiance aux hommes. L'eau est suffisamment importante pour que chacun essaie d'être responsable et raisonnable. Donc, à partir de maintenant, il y aura un délai de 2 mois. Le texte viendra en lecture de l'Assemblée nationale au mois de mars. Donc, il y a un délai, voilà, pendant lequel je pense que les autorités qui ont déjà signé les statuts du SMO vont aussi prendre des initiatives de négociation. En tout cas, le préfet, forcément, les prendra, puisque... à partir du moment où la loi sera votée, les négociations auront lieu non plus avec le président de la CTAP, président de la région, mais auront lieu sous l'autorité du préfet de région. Il faut faire évoluer ce texte, il faut l'amender. Ah oui, bien sûr, il faut l'amender. Il faut l'amender parce que... Sur quel point Mais sur la gouvernance en particulier. On ne peut pas imaginer, les questions de gouvernance sont extrêmement importantes dans l'efficience et la performance d'une structure. On ne peut plus imaginer aujourd'hui qu'on puisse créer des structures dans le champ de l'activité industrielle et commerciale qui n'associent pas à la décision les acteurs économiques. C'est eux qui sont porteurs des préoccupations de performance, d'efficacité économique, de gestion budgétaire. Et il est important que ces préoccupations-là soient désormais intégrées dans la gouvernance. Il faut intégrer également les usagers. Ils sont les premiers concernés, c'est eux qui payent l'eau. Et donc, il est important qu'ils soient là, qu'ils puissent effectivement s'exprimer sur les choix d'investissement, en tout cas les partis pris dans la gestion. Et c'est quand même un peu dommage que, alors que l'ensemble des SMO de France, moi j'ai beaucoup consulté les statuts des SMO de France, quasiment tous, ils ont inclus depuis longtemps les chambres consulaires. Et nous, on fait une loi, et une loi finalement qui va nous apporter une organisation des années 50. C'est quand même un peu dommage parce que les choses sont de plus en plus complexes aujourd'hui et on a vraiment besoin d'être ensemble. Ça n'est pas l'entre-soi des élus qui rend la gestion la plus efficace. Eau d'Excellence conteste toujours les sommes réclamées par le SIAG ? Absolument. Bon, je pense que c'est un peu de provocation qu'a fait le président Louisy en annonçant 14 millions. Hein. Il sait pertinemment que ça n'est pas vrai. Alors c'est combien C'est 7 millions 2, très précisément. Il a bien gonflé, là. Voilà. Et puis il sait bien, il parle de Grand Sud Caraïbes qui paye ponctuellement des tout petits morceaux par 100 000 €. Mais il sait pertinemment que Eau d'Excellence a régulièrement payé, que le dernier paiement date de janvier 2021, que donc Eau d'Excellence paye. Sa propre Eau d'Excellence paye, et Eau d'Excellence aujourd'hui, toute facture reçue du SIAG confondu doit au SIAG 7 millions d'euros, et l'année 2019 étant soldée. Il faut bien préciser que 7 millions, il faut apprécier les 7 millions au regard de la quantité d'eau que nous achetons. Nous achetons 11 millions d'eau l'an au SIAG. Donc une dette de 7 millions qui ne date
qui est sur 2020, parce que 2019 est soldé. Voilà. Je pense qu'en plus, il oublie que le SIAG a une régie qu'on appelle Rénoc, que Rénoc doit 3 millions à Eau d'Excellence, parce que Eau d'Excellence achète de l'eau pour Rénoc, des mains du SIAG, d'accord, et que Rénoc facture cette eau-là à ses abonnés sans payer Eau d'Excellence. Et ça fait 3 millions. Rénoc a donc été condamné par le tribunal pour enrichissement sans cause et condamné à payer cette somme à Eau d'Excellence. Alors, il faut être modeste sur ce plan-là. Nous comprenons que l'ensemble des collectivités ont aujourd'hui des difficultés et rien ne sert de jeter certaines en pâture, comme a voulu le faire le président Luizy, d'autant que Cap Excellence n'a rien à voir avec la décision de dissolution du SIAG, qu'il est en train de contester avec beaucoup d'énergie, mais nous n'en sommes pas responsables. Eau d'Excellence n'en est pas responsable. Eau d'Excellence est un gros acheteur d'eau du SIAG et donc a des relations tout à fait cordiales, normales et de gestion avec le SIAG. La situation financière d'Eau d'Excellence, elle est saine, en tout cas beaucoup plus saine que celle du SIAG. Elle est saine, chacun reconnaît qu'elle est saine, même si elle est tendue, mais elle est saine. Elle est tendue parce qu'effectivement, il y a toujours beaucoup de mal à faire les clients payer leur abonnement, et d'autant plus de difficultés que les réseaux sont en très mauvais état et que souvent, voilà, l'eau n'arrive pas dans tous les robinets et que souvent, il y a beaucoup d'incidents sur les réseaux du SIAG. C'est quand même désolant, Marlène Mélis, que l'État ait été ainsi obligé de siffler la fin de la partie. Ouais, c'est une honte. Oui, on peut dire ça, c'est une honte. Parce que c'est quand même pas normal que l'État vienne sur une compétence décentralisée vous dire mettez-vous de côté, moi j'ai constaté qu'il y en a quelques-uns qui sont d'accord entre eux, mais il y en a un qui n'est pas d'accord. Et il est tout seul, et il est important. Vous n'êtes pas arrivé à le faire rentrer, moi par la loi je le fais rentrer, et comme ça vous serez efficaces ensemble. Je pense que le dialogue aussi entre les membres de SMO, parce que c'est une mise en commun de compétences, est extrêmement important, et donc ça se soigne aussi si on veut que le SMO soit efficace et qu'il apporte réellement de l'eau dans les robinets de tous les Guadeloupéens. Il va falloir que tout ce beau monde réapprenne à travailler ensemble, de gré ou de force. Oui, il va falloir qu'on mette de côté des préoccupations politiques en particulier. La politique. Puisque Éric Jalton a tenté une ultime, je dirais, rencontre technique pour essayer de lever les problèmes techniques qui faisaient qu'on ne se mettait pas d'accord sur un texte local. Et il a eu malheureusement une réponse cinglante du président de région en disant « Le temps des réunions techniques est terminé, maintenant nous sommes dans le temps politique ». Oui. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il a dit la dernière fois. Je ne sais pas si vous avez suivi les auditions de l'Assemblée nationale. Il a dit très clairement, j'ai plus le temps de faire de réunions. Moi, j'ai une élection que je dois gagner au premier tour. Voilà. Justement, le fait que ce dossier arrive dans ce timing-là, c'est pas la meilleure des options. Non, mais bon, voilà, comme c'est un dossier qui traîne. Pour dépassionner le dossier, c'est. Oui, il faut que ça soit un dossier qui. Une gestion des comportements qui donnent de l'eau aux Guadeloupéens, parce que les Guadeloupéens en ont assez de toutes les circonstances qui font que finalement l'eau n'arrive pas chez eux. Et c'est ce qu'Éric Jalton avait compris et qui l'a conduit, puisque finalement on prenait beaucoup de temps à se demander une structure comment. Il a dit bon, en attendant qu'on ait trouvé le comment, moi je monte une régie et j'essaie de faire progresser l'eau sur mon territoire. C'est ce qu'il a fait, la régie a donné de bons résultats. Eh bien oui, Eau d'Excellence et Cap Excellence s'apprêtent. S'il y a une régie à laquelle ils doivent adhérer, une régie qui marche, à jouer le jeu pour que la régie soit la plus efficace possible au service des Guadeloupéens. L'enjeu des prochaines régionales, c'est ce dossier de l'eau? C'est certainement un enjeu, D'ailleurs, ça s'est vu dans le dernier sondage où Éric Jalton apparaissait comme l'homme auquel la Guadeloupe s'apprêtait à faire le plus confiance. Et effectivement, c'est parce qu'il a marqué des points sur son territoire dans le domaine de la gestion de l'eau. Parfait. Merci à vous, Marlène Mélis, d'avoir été notre invitée. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Franc Parler sur Éclair TV.